Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui fait office de deuxième partie à mon top 10 de mes films préférés que j'avais sorti il y a de cela 4 semaines, un truc comme ça. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i ici et je vous invite à aller la regarder soit avant soit après parce que foncièrement il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo, vous faites vraiment comme vous. Enfin, je n'ai pas défini d'ordre, c'est juste les 10 films que je préfère sans ordre de préférence. Donc si vous voulez voir celle-là, allez voir celle-là, enfin allez voir celle-ci ensuite comme vous voulez, ça fonctionne totalement. Mais en tout cas, on commence cette vidéo. Comme pour la précédente, je vous invite évidemment à donner vos avis en commentaire, savoir quels sont vos films préférés, votre deuxième partie de top 5, votre top 10 entier, comme vous voulez. Et également comme la précédente, cette vidéo ne contiendra pas de spoil et ce sera purement de l'appréciation sur des éléments qui ne vous donneront pas d'informations sur l'intrigue de l'histoire. Parce que mon but en vous partageant ces films que j'aime, c'est également de vous donner envie d'aller les voir si vous ne les avez pas vus. Donc je vais pas vous donner tous les tenants et les aboutissants, surtout que certains dans cette liste tiennent vraiment sur leur plot également. Donc voilà, et si vous aimez bien ce genre de vidéos ou les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le premier film dont nous allons parler, c'est Mad Max Fury Road de George Miller avec Tom Hardy et Charlize Theron. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de Kingsman en vous disant que c'était un des seuls films d'action de mon top, avec un autre qui était dans cette partie, qui était pour moi l'apothéose des films d'action, on va dire, et c'est ce film en fin de compte. Mad Max, du coup, c'est un personnage qui est hanté par son passé et qui estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'impérator Furiosa. Il fuit la citadelle où sévit le terrible Immortan Joe, qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyables. C'est pas compliqué, Mad Max Fury Road est dans mon top 2 des films de 2015. Ça a été une claque faramineuse car visuellement il n'y a tout simplement rien à en redire. Le côté très orange, jaune et rouge du désert et du feu, le mélange avec le métal des voitures crée une esthétique très accomplie et très recherchée que j'aime vraiment beaucoup. Et surtout c'est vraiment le genre de film où on pourrait faire des pauses durant le film et ça pourrait être limite une capture d'écran, un fond d'écran ou quoi. Je pense notamment au moment où, et c'est au début, c'est juste une scène, ça spoil rien, au moment où il rentre dans une espèce d'immense tempête de sable. Ça je trouve ça hyper beau, l'esthétique avec les personnages qui se sprayent le truc argenté sur la bouche, c'est pareil, c'est très très beau je trouve. Il y a un thème couleur qui respecte à peu près 3-4 couleurs, comme je disais, les couleurs chaudes, rouge, orange, toutes les variantes, et le métal, qui fait une combinaison qui est très jolie. Notamment avec le métal des voitures qui reste quand même un petit peu rougi, un petit peu sale, un petit peu rouillé. Donc on n'est pas sur un métal qui est argenté, brillant, etc. à part avec le spray qui se met sur la bouche. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des idées qui sont trop bien et vraiment très intéressantes à exploiter dans ce film. Par ailleurs, l'histoire autour du personnage de Max et son rapport avec Furiosa est quand même assez intéressant. Furiosa, c'est vraiment l'archétype de personnage qui, pour moi, s'apparente à celui de Ripley, de Alien, où on sent que c'est un personnage qui est féminin, qui est un personnage fort féminin, qui quand même, au niveau de la baston, défonce largement beaucoup d'hommes dans l'histoire. Mais on sent qu'elle n'a pas été écrite uniquement pour être ce personnage féminin très fort. C'est comme Ripley qui avait été de base écrit pour être un homme, ils ont casté une femme et ils ont rien changé. En fait c'est le genre de truc qu'il faut, c'est pas ça. Enfin, en tant que femme, en tout cas moi je parle comme ça, on n'a pas besoin qu'on nous mette dans la gueule, tenez c'est un personnage féminin fort, sentez-vous représenté. Non, faites juste un personnage fort, on s'en bat les couilles du sexe, que ça soit un homme ou une femme, c'est censé marcher. Et Furiosa pour moi c'est vraiment ce délire où c'est ça en fait, c'est un personnage féminin fort mais on te le crie pas sur tous les toits. Et le personnage de Mad Max qui est joué du coup par Tom Hardy est aussi vachement intéressant je trouve parce qu'en fin de compte il a très peu de lignes de dialogue dans le film, il est beaucoup limite plus à grogner qu'à parler, mais pour autant comme beaucoup de films avec Tom Hardy on voit que ses yeux pendant un bon moment et ça le rend pas moins hyper expressif. Tom Hardy est un très bon acteur tout comme Charlize Theron, donc c'est très logique qu'en fin de compte ça soit un très bon personnage développé par lui. En termes de personnages féminins forts, on a également un peu tout le spectre, parce qu'avec Furiosa, on a ce personnage fort qui sait se battre, mais on a également les favorites d'Immortan Joe. C'est un peu le seul élément pur de ce désert sale, elles sont belles, pâles, douces, et pour autant on voit une violence de ce qu'elles ont envie, c'est-à-dire le fait de s'enfuir, de vivre leur vie, de plus être des poules pondeuses. Et c'est en ça que je trouve que c'est des personnages féminins forts, parce qu'elles sont pas juste à... Il y en a certaines dans le groupe qui sont un petit peu... On dirait que j'ai rien, mais en fait j'ai un... Qui sont un petit peu
plus faibles que d'autres, mais il y en a très vite certaines qui prennent du coup les devants et qui se battent à la mesure de leurs moyens en fait. C'est pas des femmes qui vont mettre des giga coups de poing ou des trucs comme ça, mais elles font ce qu'elles peuvent à leur niveau, et ça fait que juste par cette volonté qu'elles ont de vivre et le fait qu'elles sont prêtes à se donner corps et âme pour s'en sortir, ça les rend, ça en fait aussi des femmes fortes en fin de compte. Donc c'est vraiment un film qui traite un spectre très large, je trouve, de ce qu'une femme forte peut être, et ça passe pas uniquement par le cliché d'une femme qui tape fort. Enfin, il y a aussi ce développement assez intéressant autour de certains personnages, avec la remise en question des croyances qu'ils ont eues durant toute leur vie, et ce qu'ils ont à retirer évidemment de tout ça. Et ça, c'est un développement qui est assez intéressant, je pense notamment au personnage que je vais vous mettre à l'écran parce que je me souviens plus de son nom, mais qui lui, j'ai trouvé qu'il avait un développement super intéressant et qu'il était très touchant. Et du coup, pour compléter cette vidéo, enfin ce passage de cette vidéo, il y a évidemment toutes les idées de décor, les idées visuelles, notamment, on la connaît tous cette image, donc je vous spoil rien. Je vous spoil rien. Le guitariste avec le feu qui sort au bout de sa guitare sur le convoi, ça c'est super intéressant. Les scènes d'action, les scènes de combat qui sont super intéressantes aussi. Et j'ai cette envie parce que je l'ai pas encore fait, mais c'est un film pour lequel il existe une version monochrome apparemment, ça s'appelle, c'est pas noir et blanc. Une version monochrome qui a l'air franchement splendide. Alors étonnant par rapport au fait que ce soit un film si vibrant au niveau des couleurs, mais je me dis que du fait qu'il soit aussi vibrant en termes de couleurs, ça peut le rendre hyper intéressant en termes de noir et blanc, parce que les contrastes doivent être super belles, et des extraits que j'ai vus du noir et blanc, c'est que c'est un très beau noir et blanc, parce que moi je trouve qu'il y a des noirs et blancs qui sont pas beaux, notamment The Lighthouse, et celui-là a l'air d'être un très beau noir et blanc. Le deuxième film dont nous allons nous intéresser dans cette vidéo est Whiplash de Damien Chazelle avec Miles Taylor et J.K. Simmons. L'histoire est celle d'Andrew, 19 ans, rêvant de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance sous sa direction dans la quête de l'excellence. Alors, une petite précision, c'est que quand j'ai fait la première vidéo en mettant mon top 10, j'avais pas mis Whiplash, parce que c'était un film que j'avais vu il y a longtemps et que j'avais certes aimé, mais que dans un certain sens, j'avais pas été suffisamment marquée pour le laisser dans un top. Et en fait, je l'ai revu récemment, et en fait ça a été une grosse claque. Je l'ai revu tout simplement parce que j'avais vu Miles Taylor dans Top Gun, que je l'ai beaucoup aimé dans ce film et que je me suis dit vas-y je vais me faire un peu sa filmographie, on va voir ce que ça donne. Et que dans Whiplash il est juste phénoménal. Et surtout je me suis remise en question sur le fait que c'était un film que j'avais beaucoup aimé et du coup il était pas censé être dans le top. Le voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais il y avait notamment toute cette idée que c'était un espèce de slice of life dur, mais un slice of life de la vie d'Andrew. Et que c'était quand même assez dénonciateur des conditions de certains milieux, etc. Et que j'ai trouvé le propos vraiment intéressant pour le coup. Ce qui marque le plus dans ce film, je pense que ça reste malgré tout l'acting des personnages au-delà de l'histoire, parce que l'histoire on va dire qu'elle est un peu, pas commune, mais elle est un peu plus classique, alors que l'acting c'est vraiment ce qui porte à fond le film. Il y a vraiment des scènes mais phénoménales, notamment quand il lui met plusieurs gifles, là pareil je vous mettrai l'extrait mais ça spoil pas, vous connaissez tous cette scène. Et en fait, notamment J.K. Simmons a été récompensé aux Oscars pour sa performance, mais je trouve que Miles Taylor ne mérite pas moins, parce qu'il est d'autant plus, il est aussi phénoménal que lui. Donc l'acting est évidemment un gros point fort, parce que le reste, comme je vous dis, c'est un peu slice of life, donc c'est vraiment la vie des personnages. En termes d'histoire, l'acting aurait été plus basique, ça aurait juste été un film classique. D'ailleurs, je suis désolée, il doit y avoir des petits bruits en fond, mais il y a ma famille qui vit et je peux difficilement empêcher ça, voilà. Les scènes de batterie et de réponse entre les deux personnages sont particulièrement éprouvantes, que ce soit pour les personnages, mais également pour le spectateur, car elles gardent en haleine tout le long, et très sincèrement, la dernière scène qui sert à clôturer le film est pour moi l'une des meilleures scènes de fin du cinéma. Il y en a une autre, un petit peu plus bas, dont je vais vous parler, mais de tous les films de ce top, pour moi cette fin-là, elle est dans les deux meilleures que je vous parle dans mon top 10. Donc c'est assez évocateur, et pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez de quoi je veux parler et pourquoi je vous parle de cette scène en particulier. Ensuite, le prochain film est Le talentueux Mr. Ripley de Anthony Minghella avec Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Paltrow. Dans les années 1950, un jeune homme, Tom Ripley, désargenté, attire l'attention d'un riche américain, Herbert Greenleaf, qui le charge de ramener aux États-Unis son fils Dickie, dépensier et frivole.
Ce dernier a en effet fui la pression familiale en Italie pour y passer des vacances prolongées, financées par son père avec sa fiancée Marge. Tom Ripley, qui n'a jamais eu la belle vie, découvre un autre monde entre farniente et boîte de jazz. Il se lie d'amitié avec Dickie et tombe peu à peu amoureux de lui, la personne frivole de Dickie lui donnant espoir. Pour commencer, ce film, c'est probablement pour moi le meilleur film de Matt Damon avec Good Will Hunting. C'est vraiment pour moi une performance qu'il a qui est très différente des autres, c'est un personnage qui est vraiment unique. Alors il a joué des personnages qui vont un peu à l'encontre de ce que son physique donne, mais pour moi c'est vraiment ça qui est genre l'apothéose de ce qu'il a pu faire. Parce que son personnage, en vous spoilant juste ça, il joue un espèce de sociopathe qui est un personnage vraiment très intéressant. Et tout le long du film, en fait, moi quand je l'avais commencé, en vous lisant le résumé que j'ai lu, je pensais que ce serait un film d'amour à la con, qui allait se finir avec lui, qui aurait une peine de cœur et qu'il allait rentrer, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un film qui m'a mis une énorme claque par ce vers quoi il a tourné. Mais aussi parce que quand j'ai fini le film et que je me suis retrouvée face à mon écran avec les crédits de fin, c'est un film où je me suis dit putain, je me sens trop mal. Mais genre, pas dans le mauvais sens, c'est juste ce film m'a mis dans un état et j'ai été témoin de choses de la part de ce personnage qui était tellement dur d'une certaine manière que à la fin j'étais là à me dire mais non mais c'est horrible et que du coup j'étais dans un état vraiment hyper chelou en sortant du film. C'est pour dire que du coup ce film m'a particulièrement happée et m'a particulièrement suscité des émotions pour que ça reste ancré, même quand je l'ai revu la deuxième fois, c'était pareil, je me sentais toujours mal à l'aise, moins parce que j'avais pas été autant surprise que la première fois, mais il y a toujours ce malaise qui est vraiment très présent, qui est vraiment dû à l'acting de Matt Damon qui est irréprochable dans ce film. Il fait des choses mal tout le long, il fait des trucs horribles, et en fait la mise en scène, tout fait qu'on a quand même envie de le défendre, même si on sait que ce qu'il fait est mal, qu'on a de la peine pour les autres personnages, mais moi, en tout cas, quand j'ai regardé le film, j'avais pas envie nécessairement qu'il lui arrive des horreurs, même si d'une certaine manière à la fin, pour ceux qui ont vu le film, c'est pareil, c'est une très bonne fin qui est très intéressante. Il y a tout un truc qui se met en place où en fait il y a une forme de fatalité, il y a une forme de cercle vicieux, un truc horrible qui se met en place et pareil, ça fait partie de ce genre de film avec Brokeback Mountain où on traite l'homosexualité d'un personnage mais ça t'est pas crié dans la gueule, c'est pas en mode hey, il est gay! Non, c'est hyper secondaire. C'est hyper secondaire, mais c'est hyper pas négligeable aussi, parce que ça motive énormément de choses sur la fin du film, ça motive beaucoup de choses par rapport au personnage de Dickie. Donc c'est... qui est joué par Jude Law d'ailleurs, qui est très bon dans ce film. Donc il y a beaucoup de trucs en fait qui font que c'est impactant, mais pas suffisamment pour que ça nous soit crié à la gueule. C'est un peu comme Brokeback Mountain, où là pour le coup c'est principal, mais ça nous est pas crié à la gueule. C'est des personnages qui se définissent par d'autres caractéristiques que le fait qu'ils soient gays. Et c'est pour ça que c'est un très bon film pour moi, selon moi, qui aborde ce sujet-là, même si c'est pas le sujet principal du film. Ensuite, parlons d'un film bien plus connu par nous tous, à savoir Interstellar de Christopher Nolan avec Matthew McConaughey. Le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir en conquête de distances astronomiques pour un voyage interstellaire. Alors, ce qui n'est pas dit, c'est que c'est aussi pour créer de nouvelles colonies parce que la Terre se meurt sous les tempêtes de sable, mais bon, c'est pas très grave, c'est qu'un détail. Du coup, j'ai en fait pas mal hésité à savoir si je mettais Interstellar dans ce classement ou si je le mettais dans les notions honorables qu'on va voir juste après, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, certes. Ça a été mon coup de cœur de 2014 quand il est sorti, certes, mais est-ce que c'est dans mes films préférés? Je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis souvenu que c'était un des rares films qui m'avait fait pleurer. Parce que je pleure facilement, je pleure plus facilement devant les films d'animation. Mais les films avec des vrais acteurs, j'ai souvent du mal à avoir des vraies émotions comme les pleurs par exemple. Et Interstellar, c'est vraiment un film qui m'a ravagée. Je suis sortie en pleurant pendant les 10 dernières minutes du film, et aussi à un passage clé quand il revient de la planète avec les vagues. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez très bien de quoi je parle. Je vais pas rentrer trop dans le détail, ou alors je vais juste vous spoiler vite fait et on mettra un timecode. Je vais peut-être faire ça. En gros, voilà. Là, spoiler, je vous mets un spoiler, timecode en bas pour ceux qui veulent l'éviter, ce sera pas très long. Quand il revient de la planète avec les vagues, vous savez, c'est la planète où il y a 7 ans qui passent sur Terre pour 1 heure passée là-bas, un truc comme ça. Quand il revient sur...
Quand il revient de cette planète du coup, il se rend compte qu'il y a un truc comme 20 ans ou 17 ans qui est passé, enfin bref, beaucoup de temps. Et en fait, il retourne sur son ordinateur où il reçoit les messages de sa famille qui lui envoie des messages, notamment son fils, parce que sa fille ne lui parle plus depuis qu'il est parti. Et en fait, il y a tout ce passage où il voit les messages au fur et à mesure, où il voit que son fils a grandi de plus en plus, et que une fois adulte, en fait, son fils perd totalement espoir de revoir son père, et du coup dit adieu, en fait, lui dit bah je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu deviens, mais bah j'arrêterai de t'envoyer des messages parce que t'es sûrement mort. Et en fait, il y a cette espèce d'inversement où là, du coup, il n'y a plus de message, et d'un coup, il y a un message de sa fille adulte qui ne lui parlait plus depuis autant de temps, et qui lui dit bah voilà, maintenant j'ai l'âge que tu avais quand tu es parti, et tu n'es toujours pas revenu, et elle se met à pleurer. Et Matthew McConaughey, je sais pas comment prononcer son nom de famille, se met également à pleurer toutes les larmes de son corps parce que bah il se rend compte de ce qui s'est passé, et franchement, c'est un passage que je trouve mais déchirant. Et là, j'ai pleuré comme pas possible, mais bref. Fin du spoiler, on retourne à la vidéo sans spoil. Dans ce film, on retrouve également Matt Damon, comme par hasard, un peu le Jack Gyllenhaal de cette partie de vidéo. Et les différents personnages que l'on a vus sous toutes leurs nuances sont développés autour de différentes problématiques. Et celui de Matt Damon, notamment, a une problématique que je trouve hyper intéressante parce qu'il n'a pas forcément un raisonnement que l'on va trouver moral, ni éthique. Mais il a un raisonnement qu'on va trouver logique au vu de sa situation et qu'on va comprendre malgré toutes les conséquences que ça a. Au-delà de ça, il y a également la BO de Hans Zimmer que l'on connaît tous, qui est pour moi une des BO les plus cultes. Hans Zimmer étant mon compositeur préféré de film. Et surtout, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, et ça c'est à confirmer, mais je l'avais vu dans les commentaires d'une vidéo sur la musique d'Interstellar, quelqu'un a dit que au moment de composer sa musique, Hans Zimmer, on lui avait pas dit que c'était un film sur l'espace, on lui avait juste dit de composer une musique qui parlait d'un lien entre un père et sa fille, et il a du coup composé ce chef-d'œuvre. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'au final, il savait pas que c'était sur l'espace. Pour autant, c'est une musique qui fonctionne, mais tellement bien avec la thématique de l'espace que bah c'est même pas... Genre, on peut pas ne pas le voir en fait. Et du coup, s'il a composé ça en ne sachant pas que c'était sur l'espace, bah d'une certaine manière, soit il a eu un déclic et il a entendu les ondes du monde, soit vraiment c'est un fou malade et il compose des BO qui fonctionnent surtout. Mais à confirmer. Et enfin, on peut pas parler d'Interstellar sans parler des idées visuelles et de la qualité des plans dans l'espace. Entre les idées derrière les planètes, les plans des trous noirs, mais aussi les différentes mises en scène, notamment le passage avec l'amarrage entre les deux vaisseaux, pour moi c'est un film sur l'espace qui jusqu'à ce jour est le plus beau film sur l'espace qu'on ait fait. J'ai pas souvenir d'un film que j'ai trouvé plus beau sur l'espace, donc voilà, ça c'est le coup de cœur des films sur l'espace, et dites-moi s'il y en a d'autres que vous avez trouvé plus beaux, mais pour moi c'est celui-là et rien d'autre. On va maintenant faire une toute petite partie sur les mentions honorables qui sont les films que j'aurais voulu mettre dans cette vidéo, mais ce n'était pas un top 15, c'était un top 10. Donc ça va être vraiment les films que j'ai longtemps hésité, et ça se trouve qu'avec du recul, maintenant que je fais ma vidéo, j'aurais peut-être préféré en mettre certains dans le top 10 officiel plutôt que les mentions honorables, mais voilà, c'est ceux qui se bagarrent continuellement la place de top 10 et qui passent dans le top 10 quand je les revois. Mais je tenais quand même à vous en parler parce qu'il y a quelques bons films et je vais juste vous faire un tout petit résumé et rapidement pourquoi je les aime parce que je pense que ça suffira. Et il y a à peu près 3-4 films dedans. Le premier film, c'est Green Book avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, qui raconte l'histoire de Tony Lip, un Italien-américain qui est engagé en tant que conducteur pour le musicien Dr. Don Shirley, durant sa tournée dans le sud des États-Unis, alors que la ségrégation est encore très présente. Ce film est juste excellent car on part du personnage de Viggo Mortensen qui est un raciste et qui finit par apprendre une leçon par rapport à ça. Mais surtout, on a le personnage de Mahershala Ali qui apprend également ce que c'est de vivre dans la pauvreté et il apprend l'humilité, donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est oh le méchant blanc italien qui est raciste, il apprend à pas être raciste, boubou c'est pas bien. Mais on a également le personnage du coup de Mahershala Ali qui apprend également des choses, qui prend une leçon de vie parce que lui il vit dans l'opulence, dans la richesse, dans les États du Nord et en fait il découvre ce que c'est d'être nord-américain dans les États du Sud qui sont encore à fond dans la ségrégation. Mais on a aussi ce personnage du coup de Viggo Mortensen qui est pas juste en mode ah je déteste les noirs, je vais pas conduire pour un noir. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et pour autant, bah, c'est un échange qui est hyper intéressant et c'est un film dont je suis sortie mais genre le cœur un peu réchauffé parce que le message il est super intéressant, il est super beau, donc franchement je vous recommande d'aller le voir, surtout que c'est un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film et du meilleur second rôle pour Mahershala Ali. Même si Viggo Mortensen mérite depuis des années un putain d'Oscar, j'ai vu Les Promesses de l'ombre récemment, il est phénoménal dedans, mais bon, il l'aura peut-être un jour j'espère, mais il le mérite.
Ensuite, il y a Les Infiltrés de Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson et Matt Damon. C'est l'histoire de flics infiltrés dans la mafia et de mafieux infiltrés chez les flics, et toute l'intrigue se situe sur le fait de savoir comment les choses vont se passer et vont se dérouler entre les deux. La fin est géniale et les personnages de DiCaprio et Damon sont très touchants. C'est l'un de mes gros coups de cœur, surtout qu'il y a une espèce d'inversion des valeurs entre Matt Damon, ce que physiquement il est, DiCaprio un petit peu ce que physiquement il est. Bref, j'adore ce film, allez le voir, c'est une super adaptation du film hongkongais je crois, enfin ça vaut... J'ai pas encore vu le hongkongais mais en tout cas il y a du niveau, faut que je voie le hongkongais, allez voir ce film. On a ensuite Split de Night Shyamalan avec James McAvoy et Anya Taylor-Joy. Je pense que vous connaissez un peu tous l'histoire de Split parce que ça avait fait quand même pas mal de bruit quand c'était sorti en 2015, c'est aussi un de mes... 2018, je sais plus exactement, mais c'est un de mes coups de cœur de l'année. Et surtout, ça raconte l'histoire d'un homme qui a un trouble dissociatif de l'identité et certaines de ses personnalités vont kidnapper des adolescentes. Et pour moi, c'est vraiment le rôle le plus intéressant de James McAvoy, c'est ce qui m'a fait le découvrir en tant que très bon acteur, parce qu'il a ces moments où il joue une identité, et il switch vers l'autre, ou alors il y a par exemple un passage, ça spoil rien du tout, mais il y a une identité qui prétend en être une autre, et la psy le découvre, et le switch entre la personnalité qui joue l'autre personnalité, qui redevient lui-même, incroyable. James McAvoy est vraiment excellent. Et Anya Taylor-Joy, c'est là-dedans que je l'ai découverte et que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette actrice qui est probablement à ce jour l'une de mes actrices préférées. Donc vraiment ce film, vraiment génial. Et enfin, le dernier film de ces mentions honorables, c'est un film qui est sorti cette année et j'ai dû vous bassiner avec ça si vous me suivez sur les réseaux ou sur Discord. C'est Top Gun Maverick. La seule raison pour laquelle il n'est pas dans mon top 10, c'est qu'il est trop récent. Et qui date de pas assez longtemps pour que j'ai le recul nécessaire pour le mettre dedans. Mais sachez que je l'ai vu 4 fois. J'ai ma carte UGC limitée, je suis allée le voir 4 fois parce que j'ai tellement eu un énorme coup de cœur pour ce film que j'ai envie de le voir tout le temps en fait. Et moi je fonctionne énormément à l'obsession. Quand j'aime quelque chose, faut que je me le bouffe, mais genre que je me gave avec. Et Top Gun ça a vraiment été ça parce que les plans d'avion sont incroyables, c'est pas de la CGI, c'est du réel. Moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, j'en peux plus de la CGI à outrance à la Marvel. Et là les plans sont magnifiques, les bruits d'engins sont géniaux, on voit que les acteurs ils sont vraiment dans des avions. Et surtout à nouveau comme je vous ai dit, il y a Miles Teller dedans que j'ai tellement adoré, que ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Au-delà de ça, il y a également le personnage de Tom Cruise qui joue pourtant un militaire qui est hyper touchant, qui est beaucoup dans les émotions, dans les larmes, dans les yeux humides, dans les trucs comme ça. Je trouve ça hyper intéressant comme message à faire passer en tant qu'homme en fait, de se dire qu'on peut avoir ce genre de faiblesse, de moments en fait où c'est pas grave de pleurer. Franchement c'est un film qui a été mon coup de cœur vraiment de l'année. Le rythme il est génial, la relation entre Rooster et Maverick par rapport au passif des deux est hyper bien développée parce que c'est pas nécessairement central à l'histoire, mais c'est quand même suffisamment important pour que ça prenne la place en fait. Donc voilà, donc Top Gun Maverick ça a été mon coup de cœur et c'est en voie pour être un de mes films préférés. C'est juste un peu trop tôt pour le dire. Et enfin, le dernier film dont je veux vous parler, c'est Shutter Island de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. C'est le deuxième film avec Martin Scorsese, mais bon, je pense que c'est pas un réal qui a encore des trucs à prouver. En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, est inexplicablement disparue. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Œuvre cohérente d'une malade ou cryptogramme. C'est un monument du cinéma, Shutter Island, il n'y a même plus besoin de le préciser, c'est un des films les plus connus de Scorsese. C'est également un film qui est devenu pour moi, en réalité, sans trop d'hésitation, la valeur étalon de ce que doit être un plot twist, pardon je me repositionne, la valeur étalon de ce que doit être un plot twist. En réalité, ce film c'est pour moi, si un autre film essaie de mettre en place un plot twist, ma référence ce sera Shutter Island. C'est peut-être con et c'est peut-être visé mais très haut, parce que le plot twist de Shutter Island est tellement bien amené que c'est peut-être un petit peu abusé, mais c'est pas grave, c'est devenu ma référence de ça. Parce que ça a tellement, mais pour beaucoup, je pense que ça vous a tellement genre retourné le cerveau de savoir ça que c'était pas négligeable en fait. Et
Le build-up du plot twist est tellement bien amené que bah forcément ça devient pour moi un des monuments du plot twist dans le cinéma. Comme je vous dis, c'est vraiment un film qui est super intéressant parce qu'on a un build-up progressif de ce que va être ce plot twist. On a des éléments qui nous sont donnés tout au long du film avec des indices qui sont, quand on voit la première fois le film, complètement cachés et quand on a le plot twist qui deviennent complètement évidents. Mais ça fait que c'est le genre de film où quand on le voit une deuxième fois, bah en réalité on comprend tellement mieux tout le film et ça fait une deuxième lecture qui est très intéressante. On n'a pas l'impression de revoir le même film et ça c'est vraiment un atout qui est très fort et souvent qui est l'apanage de ce genre de film en réalité. La performance de DiCaprio est pour moi la meilleure de toute sa filmographie et cela en va de même pour tous les autres acteurs qui l'accompagnent parce que sans les autres acteurs ce serait juste complètement insipide et tout le long on a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux et c'est ça qui en fait la véritable force du film selon moi. En plus de ça, ça aborde une phobie qui pour moi est assez connue de tout le monde, c'est le fait d'être enfermé contre son gré dans un hôpital psy ou dans un endroit comme ça. C'est quelque chose qui est notamment abordé dans American Horror Story, où en fait les personnes se retrouvent à nous faire croire qu'on est fou, à nous enfermer, et quand on dit qu'on n'est pas fou et qu'on cherche à l'aide, bah, les gens disent oui mais c'est parce qu'il est malade, c'est pour ça qu'il dit ça. Et on se retrouve à juste être complètement enfermé dedans et à pas pouvoir s'en sortir. Et ça c'est une thématique que je trouve hyper intéressante parce qu'en termes de phobie, bah, tout le monde est phobique, je pense, des hôpitaux psychiatriques, tout le monde en a peur. Et le fait de se retrouver enfermé là-bas, bah, c'est quelque chose qui crée une anxiété qui est hyper importante. Et dans Shutter Island, c'est vraiment très largement abordé et de manière très bien faite. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. En plus, je suis sensible à ce genre de thématique, donc forcément, j'ai aimé. Et enfin, c'est de cette fin ouverte dont je parlais avec Whiplash sur le fait que pour moi, c'est l'une des meilleures fins. Parce que les interprétations sont tellement nombreuses et assez uniques aux personnes, à savoir qu'est-ce que tu préfères interpréter. Moi j'ai ma petite interprétation qui est très dramatique dans le sens où c'est vraiment une fin qui serait horrible à envisager, mais que j'adore et c'est ça qui en fait également la force de ce film, c'est que la fin elle est tellement intéressante que bah on l'oublie pas en fait. Et même moi je sais précisément, alors que je l'ai vu il y a quand même un petit moment, je sais où les personnages sont placés, qu'est-ce qu'ils disent, etc. tellement ça m'a marqué. Je pense que je peux vous trouver des articles avec des pages et des pages entières d'interprétation sur cette fin. C'est une très grande force quand juste la fin met autant de passion dedans. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partager, mettre un commentaire, partager vos films préférés. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!